hier, et j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont vu circuler ça sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, le projet Veritas, Project Veritas de James O'Keefe, O'Keefe Media, a publié une longue vidéo d'une dizaine de minutes d'une interview en caméra cachée, du moins, c'est pas une interview, une conversation en caméra cachée, on va y revenir, avec Joseph Schnitt, qui est un des hauts fonctionnaires du département de la justice. Deux mots d'abord sur O'Keefe. C'est assez intéressant parce que hier, on a assisté à un moment où tous les comptes anti-Trump tweetaient O'Keefe et les comptes pro-Trump non seulement ne tweetaient pas O'Keefe, ou s'ils le faisaient, c'était pour dire que c'était n'importe quoi. D'habitude, c'est exactement le contraire, parce que le Project Veritas, c'est quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été créé au moment où il fallait détruire Obama, et donc qui est l'utilisation donc c'est un groupe d'extrême droite. C'est un groupe d'extrême droite dont on va parler, donc James O'Keefe, qui utilise des méthodes qui n'ont rien à voir avec la déontologie journalistique, souvent de piéger, en utilisant d'ailleurs, comme c'est le cas dans l'affaire dont je vous ai parlé, des jeunes filles, des jeunes femmes qui vont piéger des hommes de pouvoir pour démontrer la corruption d'un tel ou tel système. Il y a certains dossiers où c'est allé plus loin, où là, ils ont été condamnés pour la justice parce qu'ils ont incité certaines personnes à du vol, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un dont la méthodologie est extrêmement controversée. Et donc, hier, pourquoi le camp MAGA n'a pas parlé de O'Keefe, ou alors pour dire que c'était n'importe quoi? Parce qu'il a publié donc cette conversation entre Joseph Schnitt, qui travaille donc, qui est un haut gradé dans le département de la justice, et qui, il y a quelques semaines, a été approché dans une... donc on était au début du mois d'août, sur une app de rencontre. Donc il a été approché par une jeune américaine sexy qui habitait à Georgetown, à Washington, et qui est sortie 2 fois avec elle. Ce qu'il ne savait pas, bien évidemment, c'est que l'idée était de le piéger. Donc, il était filmé en caméra cachée, et elle l'a fait parler de l'affaire Epstein. Donc, on va voir le tweet de O'Keefe qui met en avant ce montage vidéo de 8 minutes où il a multiplié les révélations en expliquant que, évidemment, Ghislaine Maxwell s'était retrouvée en prison, c'était une récompense parce qu'elle l'avait fermé, je cite. Il a aussi dit que Pam Bondi était quelqu'un qui était ce qu'on appelle a yes woman, et que donc sa seule fonction était de faire ce que Donald Trump directement lui disait. Et puis, il est rentré dans le cœur du dossier en disant qu'au moment où il était en train de parler avec cette jeune fille, en pensant que c'était simplement une jeune fille qui était là parce qu'elle avait envie de le rencontrer, de passer du temps avec lui, de dire que actuellement, tous les noms d'élus républicains ou de personnalités du milieu conservateur ou de proches de Donald Trump étaient effacés du dossier Epstein pour ne laisser que les noms de personnalités démocrates ou de la gauche américaine, qui soutiennent la gauche américaine, comme par exemple un ancien directeur d'université, pour que si un jour on doit sortir ce document-là, il continue à protéger à travers les âges Donald Trump et ses alliés, et soit devenu une bombe à retardement contre la gauche américaine. On va voir un extrait de cette déclaration-là. Donc, il y a 8 minutes de vidéo. On va voir juste ce court passage. Vas-y, Thomas. They visited that Maxwell person. Yeah. And also involved. She got transferred to a minimum security prison too recently, which is against BOP policy because she's a convicted sex offender.
and they're not supposed to get minimum security prisons, which is an interesting detail because she's getting a benefit, which means they're offering her something to keep her mouth shut. Voilà, donc la partie où il explique que ça a été une récompense pour Ghislaine Maxwell d'être transférée dans ce centre au Texas où les conditions de prison sont plus légères. Donc, il y a eu quand même un communiqué de presse officiel, du moins une déclaration, via un tweet du département de la justice. Non, c'est l'autre, Thomas. Qui mettait en avant, voilà, c'est celui-ci, qui mettait en avant le fait que ces commentaires dans cette vidéo sont absolument faux, évidemment. Donc on ne nie pas ni la personnalité, ni cet enregistrement, mais que tout ça n'a aucun rapport avec la réalité. Et donc ça reflète une absence complète de connaissance de la manière dont le DOJ travaille et que nous sommes le DOJ. Et regardez la conclusion, encore une fois, le DOJ est 100% a choisi à 100% la transparence et la preuve, on vient de donner les documents du dossier Epstein au House Oversight Committee. Donc c'est là que vous voyez que c'est vraiment l'alibi désormais, hein, c'est de dire, voilà, c'est fait. C'est l'excuse officielle qui marche pour tout le monde. C'est l'excuse officielle. Donc, il y a eu ce tweet-là, mais il y a eu aussi un tweet qui a été publié par un texte de Schnitt qui a été partagé, où donc on a trouvé une porte de sortie. Il dit non, j'ai été piégé. Il confirme que tout ça s'est passé via l'intermédiaire d'une annonce, d'une app de rencontre. Et il dit, mais en fait, tout ce que j'ai dit là, donc il ne remet évidemment pas en question ce qu'il a dit, mais il dit, mais en fait, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à travers ma fonction. C'est en gros, c'est des choses que j'ai dit pour me vanter parce que j'avais lu tout ça dans les médias. Fin de l'histoire, on passe au suivant. C'est vraiment la manière dont on va gérer cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus de cette révélation de Schnitt? Évidemment, elle correspond à cette révélation de O'Keefe. Évidemment, on n'a pas le contexte. Hein, il faut être extrêmement prudent. On est critique lorsque James O'Keefe travaille dans le cadre de Project Veritas. On ne va pas tomber dans le piège de dire « mais regardez, il va dans le sens de ce que nous croyons profondément, donc il faut l'utiliser comme source. Hein, il faut être vraiment prudent. Ce sont des sources qui sont problématiques. Effectivement, peut-être que la personne, déjà, on n'a pas l'intégralité de la conversation. C'est un point qui est important. Peut-être que même de lui-même, il a précisé qu'il avait lu quelque chose. Il explique que son travail n'a jamais été abordé lors de cette rencontre, lors de ces deux rencontres, que évidemment, s'il avait su qu'elle travaillait pour le projet Veritas, il n'y aurait pas eu de deuxième rencontre, certes. Donc, il faut garder une réserve par rapport à ça. Mais évidemment, il faut aussi le mettre en parallèle avec cette révélation, là, pour le coup, d'une source beaucoup plus sérieuse, qui est le Business Insider, qui avait noté que dans le cadre du Freedom of Information Act, dans tous les cas, toutes les références à Donald Trump, tant qu'il serait vivant, seraient censurées si jamais le dossier devient public un jour dans le cadre d'un partage de citoyens. On ne parle pas de ce que fait Thomas Massie. Donc moi, je voulais évidemment vous montrer tout ça, vous parler de tout ça, mais avec une vraie réserve. Nous n'avons aucune manière de venir vérifier que les propos de Schnitt soient bons.
évidemment, ça rentre dans une logique. Tout le monde a compris ce qui est arrivé avec Ghislaine Maxwell et pourquoi. Je vous ai parlé énormément de les transcriptions de Maxwell et pourquoi elle s'est retrouvée dans ce régime particulier où il le dit, mais ça a été dit aussi dans les médias que normalement, on vous l'a dit d'ailleurs ici, qu'en tant que quelqu'un qui a été condamné pour agression sexuelle, elle n'aurait pas dû être transférée dans ce camp-là. L'idée que Donald Trump a demandé que son nom soit enlevé de manière définitive dans le dossier, c'est peut-être une possibilité, mais voilà, je voulais vous partager tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au 5 septembre 2025, il nous reste quoi? Le 8, on le sait, mais on attend d'avoir plus d'informations. Il y a les documents des exécuteurs testamentaires qui vont être versés au comité Oversight dans le fameux Birthday Book. Est-ce que ces documents vont être transférés dans cet état ou est-ce que les exécuteurs testamentaires ont fait des modifications dessus pour protéger des personnes? Est-ce qu'ils les ont fait en suivant les consignes? On sait qu'ils les avaient demandées une fois pour le département de la justice. Est-ce qu'ils ont suivi les consignes du département de la justice pour protéger des personnes? On n'en sait rien. On va suivre ça. Et donc, on retombe sur Thomas Massie et sa démarche de sa discharge. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à avoir ces 218 votes? Je vous rappelle, il a besoin de 218 votes. Alors, il a fait une déclaration, un tweet qui est extrêmement intéressant. On va voir le tweet de Thomas Massie il y a 2 jours, en expliquant qu'il était à 99% certain qu'il aurait ces fameux 218. Donc, je me suis demandé, parce qu'il explique pas plus que ça, comment il peut être certain qu'il aura 99% à 99% qu'il aura ces 218, surtout depuis que des gars comme Don Bacon ou comme l'élu Luna, qui avait annoncé, qui avait signé, qui avait fait au mois de juillet, qui avait signé ce document-là et elle a annoncé publiquement qu'elle avait changé d'avis, que Burchett avait annoncé qu'il avait signé ça au mois de juillet et que là, apparemment, sans l'annoncer comme ça, il a dit non, mais on va voir, il faut penser à protéger les victimes. Hein, on connaît tout ça. Comment il peut être là? Donc, je suis allé voir, il y a un site officiel sur où nous en sommes aujourd'hui. C'est le clerk de la Chambre des représentants, où nous en sommes en termes de vote. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce vendredi 5 septembre, il est 14h37 à Las Vegas, 17h37 sur la côte Est, à Washington. Donc, il y a 215 élus qui ont apporté leur soutien. Il y a 211 sur 212 démocrates qui ont voté pour, et il y a ces 4 républicains, ça n'a pas changé, Thomas Massie, Nancy Mace, Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert. Pourquoi il manque un démocrate? Le démocrate qui manque, c'est un élu de Californie, c'est Swallow. C'est parce qu'il faut être en personne pour signer. Et sa mère vient de décéder et il n'est pas à Washington. Évidemment, quand il va revenir la semaine prochaine, il va signer. Il va donc y avoir 216. Il manque toujours 2. Et c'est là qu'on rentre dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, et c'est comme ça que, d'après moi, Thomas Massie est certain à 99% qu'il aura des voix. En tout cas, c'est la seule manière. Il a évidemment des informations que je n'ai pas de la part d'autres élus, parce que ce que vous devez savoir aussi, et je sais que c'était une des questions que vous m'aviez posées lors de notre débrief sur maintenant-media.com, c'est de savoir jusqu'à quand on peut voter, on peut ajouter ces signatures. Et donc, je suis allé, il y avait plein de sources, plein d'informations qui partaient un petit peu dans tous les sens. Je suis allé vérifier au niveau du règlement intérieur. Un règlement intérieur
que peut-être, du coup, même si c'est extrêmement compliqué, peut-être qu'en bout de course, je ne serais même pas étonné qu'un Mike Johnson essaye de faire changer le règlement intérieur de la Chambre des représentants. Parce que le règlement intérieur ne met pas une vraie deadline sur le moment où elle est déposée. Elle a été déposée mardi, et dans la réalité, c'est qu'une discharge petition peut rester en suspens jusqu'à la fin de la séance du Congrès, de la législature du Congrès. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a jusqu'au 1er janvier, parce que c'est à ce moment-là il va y avoir des élections, 1er janvier 2027, pour trouver ces 2 signatures. C'est-à-dire que ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. Hein, c'est vraiment un point important. Il n'est pas obligé de les avoir d'ici la fin de la semaine, comme certains l'ont dit. Il n'est pas obligé de les avoir d'ici la fin de la mois de septembre, mais d'ici la fin de cette législature du Congrès. Donc, comment ça se termine? Les élections en novembre 2026 et lorsqu'on va faire prêter serment au nouveau Congrès. Donc, on a jusqu'à ce moment-là. C'est déjà la première bonne nouvelle. Et donc, dans ce calendrier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, lorsque on regarde le calendrier électoral, on est extrêmement confiant. Pourquoi? Parce que mardi, je vous parle de ce mardi, hein, pas mardi dans 1 an, 9 mardi, septembre. il y a une élection spéciale donc, en Virginie, dans le VA-11, donc, qui est donc le 11e district de Virginie, où il va y avoir un candidat démocrate qui s'appelle James Walkinshaw. James Walkinshaw, dans les sondages, aujourd'hui, il a environ 25 points d'avance. On est dans une circonscription où Kamala Harris, en Virginie, a gagné de 18 points contre Donald Trump. On est en territoire bleu foncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mardi, il y a d'un coup un nouveau membre du Congrès, quelqu'un qui va gagner, qui va être démocrate, qui fait que d'un coup, on passe à 215. Donc, il ne va pas se retrouver mardi. On va attendre la certification des résultats. La Virginie est un petit État. Ça prend environ 1 semaine. Et après, parce que là aussi, on peut se dire, mais est-ce que dans le règlement intérieur, Mike Johnson peut attendre 1 an ou 2 ans pour ce qu'on appelle le site, pour le certifier? Non. Il doit le faire dans la semaine qui suit la certification, ce qui veut dire qu'en gros, d'ici le mois d'octobre, le groupe démocrate va passer de 212 à 213. Et James Walkinshaw a déjà expliqué qu'une des premières choses qu'il fera lorsqu'il sera au Congrès, c'est de signer le texte de Thomas Massie. Donc, ça veut dire que mardi, évidemment, on va suivre cette élection-là. Ça sera intéressant. C'est une petite élection locale. Évidemment, c'est pour ça que vous devez vous abonner et cliquer sur la sonnette de notification parce que on va suivre ça et mercredi, on vous donnera les résultats. Si James Walkinshaw est élu, on passe à 217. À 217. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à 99%, mais il en manque toujours un. C'est 218 qu'il faut. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Je vous le dis ça tout de suite après.
Voilà de retour. J'avais vraiment besoin de boire, hein. Ça m'a fait rire parce que ça fait super teaser, cliffhanger, etc. Mais j'avais vraiment besoin. Je sentais que j'étais en train de perdre ma voix et je trouvais que c'était normal. Et c'était dommage. Donc, on a besoin de 218 voix pour faire passer le texte de Thomas Massie. 218 voix pour forcer un vote à la Chambre des représentants, un vote que Donald Trump ne veut pas, que les élus républicains ne veulent pas parce qu'ils vont être obligés de voter contre. Ils vont être obligés de voter contre pour protéger Donald Trump, qui est en guerre actuellement, qui est en mission au niveau de la Chambre des représentants en menaçant de terminer les carrières de celles et ceux qui voteraient pour ce texte-là. Et donc, on ne veut pas, côté des républicains, à avoir à voter et puis après d'aller retourner devant leurs électeurs, faire face à des spots de campagne en disant tel ou tel élu a voté contre le dossier Epstein parce qu'on sait que c'est une recette pour perdre les élections de 2026. Donc, on est vraiment dans la campagne autour de ce dossier Epstein. On est vraiment dans la campagne. 218, donc. 216, on va dire, à partir de lundi et le retour de Eric Swalwell. 217 si, du côté de la Virginie, mardi, James Walkinshaw, 25 points d'avance dans les sondages, est élu. Et donc, il en faut encore un. Et ce 1, ça sera une. Son prénom, c'est Adelita. Son nom de famille, c'est Adelita, donc Grijalva. Et c'est une candidate dans une autre élection spéciale qui est en Arizona, le district 7, donc AZ7, le 23 septembre. On y arrive. Le 23 septembre, il y a une élection spéciale qui va opposer Adelita Grijalva à Daniel Butteriez, qui représente le Parti républicain. Et aujourd'hui, alors on va voir si c'est intéressant, si du côté des républicains, on va mettre beaucoup d'argent dans ces dernières semaines. C'est un district qui, en 2024, a voté pour Kamala Harris avec 13 points d'avance sur Donald Trump. Aujourd'hui, il y a très peu de sondages au niveau de ces petites élections, mais on estime que Adelita Grijalva, donc la candidate démocrate, a environ 20 points d'avance dans les sondages. Si elle maintient cette avance et qu'elle est élue le 23 septembre prochain, son vote va être certifié en gros vers le 5 octobre. À partir de là, Mike Johnson aura une semaine pour la mettre en place, ce qui veut dire que, en gros, vers le 15 octobre prochain, la discharge petition de Thomas Massie aura 218 voix. 218 voix, c'est ce qu'il faut pour permettre le vote à l'Assemblée de la Chambre des représentants sur le sur le dossier Epstein. Et rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, comme on veut faire passer une loi, hein, on vous parle de acte, ça veut dire qu'après, ça doit partir au Sénat, nouveau combat au Sénat. Mais avant ça, si on arrive à ce moment-là, de ce processus d'avoir un véritable vote et donc un véritable débat au niveau de la Chambre des représentants sur la totalité du dossier Epstein, c'est une victoire énorme, une victoire au nom des survivantes qui étaient là, qui ont accompagné Thomas Massie. Donc voilà, si on fait le calcul, et j'espère cette fois-ci vraiment ne pas me tromper, d'accord ? Normalement, et évidemment, on va suivre non seulement l'élection de ce mardi du côté de la Virginie, mais l'élection du 23 septembre du côté de l'Arizona. Si ces deux élections
sont des victoires démocrates. Le groupe démocrate représentera 214 élus. Et au-delà de ces 214 élus, il y a 4 républicains. On arrive à 218. C'est devenu désormais, l'affaire Epstein est devenue un argument de campagne en Virginie et en Arizona. Donc on va voir comment les électeurs réagissent à ça. Mais on a désormais une véritable... En tout cas, il existe, et c'est pour ça que Thomas Massie parle de ces 99%. Il ne peut pas dire 100% parce que tant que les élections n'ont pas eu lieu et que ces personnes n'ont pas signé la liste, mais il existe officiellement un chemin qui nous amène face au succès de la discharge petition de Thomas Massie et l'obligation de mettre au vote ce texte pour rendre public, en protégeant évidemment le nom des victimes. Ça fait partie du texte de loi qui a été proposé par Ro Khanna, de mettre aux voix ce texte-là pour rendre public la totalité du dossier Epstein. Il y aura d'autres étapes après, mais cette première étape-là est extrêmement importante. Oui. Exactement, non, mais voilà donc pourquoi 99%, comme dit Massie, on avait un peu ce côté pessimiste l'autre jour qu'on a vu en direct et on se disait mais comment est-ce qu'ils sont bloqués à 214, comment est-ce qu'ils vont faire? Donc d'avoir cette stratégie, on va dire, en place où on voit comment ils pourraient arriver à ces 218 et pourquoi Thomas Massie dit qu'il est quasiment certain qu'il va y arriver. Ça nous donne l'espoir. Comme tu l'as dit, ce ne sera pas la fin. C'est pas parce qu'il y a eu les 218 signatures que demain il y aura l'Epstein File, mais ce sera énorme. Ça sera quelque chose où les républicains devront répondre. Trump va devoir faire une réponse à ça aussi. Ça va remettre l'affaire Epstein devant tout le monde. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est que cette affaire Epstein, c'est le sparadrap. Là, ce serait vraiment énorme. On va suivre ça. Ouais, et puis ça permet de faire aussi, donc c'est vraiment énorme. Et évidemment, abonnez-vous, cliquez sur cette notification. Je peux vous dire que mardi prochain, on va avoir les yeux rivés sur les résultats de la VA11 à mesure du 11e district de Virginie. À mesure que ces chiffres arrivent, on fera pareil le 23 septembre. Je peux déjà vous parier qu'il n'y aura pas un autre média français francophone qui le fera, mais en tout cas, nous, on sera d'une manière ou d'une autre en direct pour vous raconter ces résultats-là. Et au-delà de ça, et c'est une petite parenthèse parce qu'on a fait plusieurs émissions sur la santé de Donald Trump et à chaque fois, je vous explique combien cette question de la santé est au cœur de la démocratie dans tous les pays, hein, pas qu'aux États-Unis, et comment c'est un sujet comme ça l'était avec Joe Biden également. L'autre jour, quand on faisait justement ce débrief où je prends énormément de questions sur maintenantmedia.com, la rediffusion est disponible sur le site d'ailleurs. Il y avait quelqu'un dans le chat qui me demandait mais est-ce que les démocrates sont moralement sont meilleurs ou sont aussi pourris que les républicains? Je ne me rappelle plus comment la réponse était écrite. Je disais que, j'étais pas un démocrate, j'étais pro-démocratie, c'est pas la même chose. Qu'il y avait une différence majeure, c'est qu'il y avait un parti qui avait décidé de ne plus respecter la Constitution et de tout faire. On le voit chaque jour avec Donald Trump. Il y a un autre parti qui respecte la Constitution, c'est le Parti démocrate. Mais je disais que, par exemple, il y a des choses qui me gênent profondément dans le Parti démocrate. C'est cette volonté de rester au pouvoir, là, dans le cadre d'élus, lorsque on est trop âgé. Il y a une candidate démocrate qui a 90 ans qui a annoncé qu'elle était candidate à nouveau en 2026. Ça me choque profondément. La réalité aujourd'hui, pourquoi je vous en parle dans le cadre de ça, c'est que lorsqu'on voit le groupe démocrate, on a 212
démocrates 211 plus 1 à partir de lundi, donc 212 démocrates, c'est le groupe démocrate. Dans la réalité, le groupe démocrate, c'est 215. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis le début de l'année, il y en a 3 qui sont morts en fonction parce que c'est des gens qui avaient presque 90 ans et qui, lors des dernières élections, ont tenu quand même à être candidates pour rester membres du Congrès. Et on se dit, voilà, ben, si ces personnes-là, en plus dans des circonscriptions qui étaient acquises aux démocrates, c'est pas au terme d'une bataille serrée. Et les démocrates votent pour. Exactement, c'était certain que ces gens-là allaient être élus et qu'un démocrate aurait été élu. Si il y avait eu un renouvellement à ce moment-là, il y aurait eu 3 démocrates de plus aujourd'hui. Donc on serait arrivé à 215 du côté démocrate, plus 4 élus républicains, on était à 219. On en a besoin de 218. Mais bon, voilà, ça, on ne va pas réécrire l'histoire, c'est une réalité. Par contre, on a de véritables raisons d'espérer, la véritable raison de croire Thomas Massie lorsqu'il dit, voilà, on a 99% de chances de réussir, alors que c'est vrai, on était extrêmement pessimiste après cette réunion. Donc, mardi, du côté de la Virginie, et le 23 septembre, du côté de l'Arizona. Allez, on se retrouve tout de suite après.